Nous sommes le 3 octobre. L'événement qu'on est en train de célébrer aujourd'hui nous touche très fort parce que l'un des lumumbistes qui a continué le combat de Patrice Lumumba avec d'autres moyens que Patrice Lumumba a exactement été assassiné le 9 octobre 1968. Ici, je cite Pierre Moulélé. Et je crois que c'est un hommage que nous lui rendons en prenant parole aujourd'hui pour retracer un peu d'histoire du Congo. Ça fait 47 ans que Pierre Moulélé a été assassiné. Et alors, le Congo après Pierre Moulélé, qu'est-il devenu? Et que sont devenus tous les rêves lumumbistes? Avant de parler du Congo et des lumumbistes, je voudrais d'abord signaler que moi-même je suis membre d'un parti politique qui est un parti politico-militaire, c'est-à-dire le Front des libérations nationales congolais, actuellement. Dans le temps, ma famille et moi, on faisait partie du mouvement national congolais de Patrice Lumumba. C'est dans ce cadre-là que nous avons lutté pour arracher l'indépendance du Congo. Et par la suite, le mouvement lumumbiste ayant été atomisé, nous avons repris ce combat qu'on menait dans le cadre du MNC Lumumba sous d'autres formations. Vous savez, Pierre Moulélé, dont on est en train de célébrer le 47e anniversaire de l'assassinat, c'est un des lumumbistes, mais il est né le 11 juillet 1929 à Issoulou, Matende, donc secteur de Lukamba, dans le territoire de Gungu, c'est-à-dire vers Kikwit. C'est un fils d'un infirmier qui s'appelait Moulélé Benoît. Et sa maman s'appelle Louam Agnès. Il a fait ses études primaires à Kikwit et après, il est allé continuer ses études au petit séminaire de Kinzambi. C'est toujours dans l'ouest du Congo. Mais pour des raisons d'indiscipline, il a été renvoyé du petit séminaire. Il n'est pas resté longtemps. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, là où il y a répression, là où il y a exploitation, là où il y a violence, là où il y a injustice, ce n'est pas étonnant de voir naître l'insoumission et la révolte. Voilà, s'il a été renvoyé du petit séminaire parce que Pierre Moulélé avait un caractère trempé, il ne voulait pas accepter n'importe quoi et il n'était pas soumis. C'était un homme libre. Or, tous les êtres humains cherchent la liberté, répudient ce qu'on peut appeler la domination, l'exploitation et la violence à leur encontre. Ces éléments ont caractérisé l'histoire du peuple congolais, d'abord pour la pénétration coloniale au Congo. Les peuples du Congo, dans certains secteurs, se sont révoltés, se sont défendus. Il y en a qui ont mené même des luttes armées et qui ont battu les troupes coloniales à 2 reprises. Je connais un peuple,
les Kanyokars ont battu à 2 reprises les troupes amenées par les colonisateurs pour les soumettre. Il y a eu d'autres résistances dans le Bas-Congo. Les Bayaka ont résisté pendant des années. À l'est du pays, les gens de Bukavu, de Kivu et compagnie ont résisté pendant 16 ans. De 1910 à 1916, c'est alors qu'ils ont été soumis. Il y a eu aussi d'autres résistances au nord et au centre et vers le sud. C'est pour dire que le peuple congolais a toujours essayé de répudier la domination. Comme tout peuple au monde, et il voulait être libre. Bon, Moulélé est chassé de séminaire. Il a continué ses études à l'école moyenne de Leverville jusqu'en 1950. Et à ce moment-là, le directeur de l'école l'a répudié aussi et l'a forcé à aller dans l'armée coloniale qui était la force publique du Congo. À ce moment-là, Moulélé est resté 2 ans. Il a obtenu le titre de caporal. Il était dans la même unité que Mobutu dans les années 50. Et alors après, il a quitté cette force publique et il est allé s'engager dans une société où il travaillait comme commis à Léopoldville, c'est-à-dire à Kinshasa. Pierre Moulélé a toujours milité. D'abord en tant qu'élève, et puis par la suite, vers février 1959, il a créé avec Antoine Gizenga et Kama Sylvain, qui était son ami, ils ont créé ce qu'on appelle le Parti solidaire africain, le PSA. À ce moment-là, les partis politiques au Congo pouvaient se créer parce que sinon, jusque-là, c'était interdit. On ne pouvait disposer que de cercles culturels, tribaux, mais on ne pouvait pas créer de partis politiques. Mais avec la revendication de l'indépendance qui datait de 1956, les colonisateurs ont dû lâcher du lest, et c'est à ce moment-là que les partis politiques au Congo ont commencé à se former. Et alors, le Parti solidaire africain a fait une alliance avec le mouvement national du Congo, le MNC, qui a été créé par Patrice Lumumba. C'était ainsi que lors des élections qui ont eu lieu pour l'accession à l'indépendance, il y a eu une coalition entre toutes les forces qui allaient dans le même sens que le FNC et le MNC Lumumba, et ils ont pu avoir la majorité aux élections, et cela a donné à Patrice Lumumba le pouvoir de former le premier gouvernement du Congo. Dans ce premier gouvernement du Congo, Patrice Lumumba a nommé Pierre Moulélé comme ministre de l'Éducation nationale et des Arts. Et il se fait que le 5 septembre 1960, Kasavubu, qui était président de la République, poussé par certaines forces qui étaient vraiment opposées à l'indépendance du Congo, et comme ces forces ne pouvaient pas triompher dans leur refus d'octroyer l'indépendance du Congo, elles ont fait semblant d'accepter l'indépendance, mais en fait, elles ont utilisé d'autres stratagèmes pour récupérer cette indépendance. Et dans ce stratagème, c'est essayer de soudoyer, c'est-à-dire de corrompre certains leaders politiques qui étaient soumis à leur volonté et qui se trouvaient au gouvernement, au pouvoir avec Patrice Lumumba.
ils les ont poussés à révoquer Patrice Lumumba et son gouvernement, c'est-à-dire Patrice Lumumba et tous les autres lumumbistes qui étaient au pouvoir à cette époque-là. C'est-à-dire le gouvernement de Lumumba n'a fait que 3 mois, du 30 juin 1960 jusqu'au 5 septembre. Les lumumbistes ont commencé à construire le pays, à gérer le pays, à diriger, mais 3 mois après, c'était fini, on les a foutus dehors et on a placé à la tête du pays les gens qui étaient soumis au pouvoir colonial, c'est-à-dire les Kasavubu, les Kalonji, les Mobutu et tous les autres, et les lumumbistes ont perdu le pouvoir politique et tout ce qui s'ensuit comme conséquence. Quand les lumumbistes ont été, il y en a beaucoup qui ont été massacrés. Il y en a d'autres qui ont pris la voie de l'exil. Mais ils n'ont pas accepté ce coup d'État organisé par Kasavubu d'abord, avec l'aide de Mobutu. Ils ont commencé à se réorganiser. C'est ainsi que le 31 décembre 1963, Pierre Moulélé, qui avait eu l'occasion de quitter le pays avant et qui a été en Chine, qui a été à Conakry, en Guinée-Conakry, qui a été à Moscou, il a été dans certains pays, même en Égypte. Il a appris certaines techniques de combat et il est revenu au Congo. Il est rentré dans son village et là, il a déclenché la première lutte armée insurrectionnelle contre le régime néocolonial qui était en place au Congo. Et cette lutte a pris beaucoup d'ampleur très rapidement. Elle est partie de l'ouest du Congo jusqu'à s'étendre vers le nord, c'est-à-dire Kisangani, vers l'est, c'est-à-dire Kivu et le Maniema, et vers le sud, au nord, Katanga. Moulélé dirigeait la lutte à l'ouest du pays. Mais alors, cette lutte était dirigée vers le nord par Gouegné Christophe, qui était aussi un lumumbiste. Et à l'est et au Maniema, c'était Gaston Soumialo, un lumumbiste aussi, et quelqu'un que vous connaissez très bien, Laurent Désiré Kabila. Lui, il dirigeait l'insurrection au nord du Katanga, c'est-à-dire vers le sud. Et c'est là qu'il a appris aussi à mener la lutte au niveau armé, alors qu'avant, il ne menait que la lutte politique. Mais cette lutte insurrectionnelle qui a été menée par les nationalistes et lumumbistes a été écrasée par non pas seulement l'armée des Mobutu, mais surtout par des mercenaires occidentaux qui avaient été recrutés par le régime mobutiste et aussi par les forces armées belges et les mercenaires sud-africains. C'est cette coalition-là qui a pu vaincre la lutte des libérations déclenchée en 1963. Et à partir de ce moment-là, tous les pouvoirs qui se sont succédés au Congo n'avaient rien à voir avec les dirigeants lumumbistes. C'est-à-dire, on est parvenu à récupérer l'indépendance en plaçant à la tête du pays les gens qui étaient soumis, qui avaient accepté que le pays soit dominé, exploité, mais en fonction des intérêts de l'étranger, c'est-à-dire des multinationales d'abord, et aussi des gouvernements étrangers. Et le sort du peuple congolais a été totalement ignoré. Voilà. Mais alors, d'aucuns pourraient demander
Mais c'est quoi le lumumbisme? Qui sont les lumumbistes en tant que tels? Jusqu'aujourd'hui, je pourrais dire que les lumumbistes, depuis qu'ils ont été écartés du pouvoir, n'ont plus exercé le pouvoir politique au Congo. Il y en a qui se présentent avec l'étiquette lumumbiste, alors que leurs actes, leur attitude, leur prise de position vont tout justement à l'encontre de ce que le lumumbisme veut. Regardez par exemple quand les Mobutu sont arrivés au pouvoir, parce que Mobutu était censé faire partie du MNC Lumumba. Mais en fait, Mobutu, c'était un infiltré. C'était un agent de la sûreté coloniale belge qui a infiltré le mouvement national congolais et qui était préparé pour renverser le pouvoir lumumbiste qui était là-bas. Il y avait Victor Ndaka, qui lui aussi faisait partie du MNC Lumumba, mais lui, il faisait partie de la sûreté. Et ce sont ces gens-là qui donnaient toutes les informations concernant les dirigeants congolais de cette époque aux colonisateurs occidentaux, c'est-à-dire belges particulièrement, et par la suite aux Américains, qui se sont servis de toutes ces informations pour neutraliser la politique lumumbiste au Congo et aussi placer leurs pions à la tête du pays. Mais une fois que leurs pions sont placés, le Congo est devenu un pays sous occupation, d'abord militaire, étrangère. Vous savez que l'ONU est venue pour intervenir dans... Parce que l'ONU a été appelée par Patrice Lumumba, le gouvernement de Lumumba, parce que les amis du Congo ne savaient pas intervenir. Et alors quand l'ONU est arrivée, mais Lumumba était étonné de voir que l'ONU qui était censée aider le gouvernement nationaliste et lumumbiste, mais commençait à prendre des positions tout à fait différentes, et traîner les pieds, et à tel point que Lumumba a pu appeler maintenant ses soldats et les a envoyés pour aller mater la sécession du Kasaï et aussi celle du Katanga. Mais l'ONU a commencé à agir contre ces sécessions que quand Patrice Lumumba a été arrêté et tué. Alors à ce moment-là, on a vu que l'ONU commençait à se mettre en action. Mais en action pourquoi? Parce que l'ONU maintenant, voyant que le terrain était libre pour les puissances étrangères, alors il fallait maintenant réunifier tout le Congo et exploiter le Congo uni, mais au profit des multinationales occidentales. Voilà. Mais quelles sont les pensées des Lumumba et des lumumbistes? Pour comprendre et connaître les lumumbistes, il faut d'abord savoir ce que le gouvernement Lumumba voulait. Le gouvernement de Lumumba voulait d'abord l'unité nationale des Congolais. Il n'était pas question de vivre d'une façon séparée, les gens de telle tribu à part, de telle province à part, non. Lumumba, déjà, dans son gouvernement, il prônait ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. On peut avoir des différences, mais ces différences ne peuvent pas nous empêcher de vivre ensemble. Aujourd'hui, le vivre ensemble est à l'ordre du jour, c'est à la mode. Mais dans la pensée des lumumbistes, ce vivre ensemble était déjà prôné sous l'étiquette de ce qu'on appelle l'unité nationale. Il fallait que tous les Congolais, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur région, leur province, puissent se mettre ensemble, qu'ils puissent vivre ensemble, qu'ils puissent produire ensemble et bénéficier ensemble des efforts de leur production. C'est ce qu'on appelle l'unité nationale. Et Lumumba et tous les lumumbistes étaient pour l'indépendance immédiate et totale. Il n'était pas question d'avoir une indépendance mitigée, parce que quand vous n'êtes pas réellement libre, vous ne pouvez pas vous émanciper.
un esclave, il travaille, il produit, mais pas pour son bien-être, mais pour le bien-être du maître, du patron. Et c'est comme ça qu'on voit que l'esclave peut toujours continuer à produire, mais la production ne change pas sa condition d'être humain. Et Lumumba le savait, il a dit, nous devons être réellement libres, et en étant libres, nous devons partager d'une façon équitable les productions découlant des efforts de notre population. D'ailleurs, Lumumba et tous les Lumumbis se disaient, il ne faut pas compter sur les capitaux que les autres veulent venir investir chez nous. C'est le travail de l'homme qui produit la valeur. C'est le travail de l'homme qui transforme la nature. Les capitaux sont nécessaires et utiles, mais ne sont pas déterminants. Ce qui est déterminant, c'est l'effort que nous fournirons nous-mêmes pour transformer notre pays et résoudre le problème de notre peuple. Si on dit que Lumumba était pour l'émancipation, l'émancipation c'est quoi pour Lumumba? C'est-à-dire l'indépendance que nous devons acquérir ne doit pas être un cadeau donné. L'indépendance doit partir de l'effort que nous fournissons, c'est-à-dire doit être arrachée, parce que l'indépendance cadeau, ce n'est pas une bonne indépendance, parce que quand on vous donne un cadeau, on pose des conditions et vous êtes obligé de respecter ces conditions ou bien de vous y soumettre. Mais si vous avez arraché cette indépendance par votre lutte, il n'y a pas de conditions et à ce moment-là, vous êtes libre de pouvoir mener vos actions d'une façon tout à fait souveraine. Alors, Patrice Lumumba voulait que nous puissions mobiliser des efforts pour créer une économie rurale prospère. Et il voulait aussi que le Congo et tous les villages du Congo deviennent un immense chantier. C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait du travail partout. Et alors, avec cette production, il fallait créer des coopératives. Et il disait aussi que l'exploitation des richesses minières du Congo devrait revenir aux Congolais d'abord. Et pour Lumumba, il fallait mener de nouveaux projets tels que la construction d'usines d'engrais au Kivu, la sidérurgie dans le Bas-Congo et au Nord Katanga. Et pour l'avenir, l'immense projet d'Inga devait servir de fourniture d'électricité à tout le Congo. Et surtout, les lumumbistes voulaient remédier le plus rapidement possible aux plaies les plus flagrantes dans le domaine social, c'est-à-dire faire disparaître les bidonvilles, faire disparaître le chômage, faire disparaître l'analphabétisme. C'est à cette tâche-là que devait servir avant tout la mobilisation des énergies. Or, on a constaté que depuis que les lumumbistes n'ont plus été au pouvoir, beaucoup de politiciens, d'abord, ont été placés là par les forces étrangères. Ça veut dire que ces gouvernements ou les dirigeants placés par l'étranger, leur préoccupation majeure, ce n'était pas le sort et la situation du peuple. Ils n'étaient pas là pour résoudre ce problème populaire, mais leur préoccupation, c'est se servir du pouvoir politique pour s'enrichir. D'abord eux, et aussi partager les richesses que produirait l'exploitation des minerais et des autres énergies, les partager avec les multinationales et les gouvernements étrangers tout en oubliant totalement le peuple. Ce qui fait que jusqu'alors,
le sort du peuple n'a pas changé au Congo. Le peuple est toujours misérable et vous formez beaucoup de gens. Les jeunes gens sont diplômés des universités, mais aussi des écoles techniques, mais seulement quand il faut trouver du travail, ça devient une autre paire de manches. C'est-à-dire, les régimes forment des chômeurs plutôt que de former les cadres qui doivent être insérés dans le circuit de fonctionnement de la société. Ce n'est pas cette vision-là que les lumumbistes avaient. Pour les lumumbistes, il fallait non seulement vivre ensemble, produire, mais la production devrait servir à l'élévation du niveau de vie des populations du Congo. Par la suite, il fallait aussi penser à la solidarité africaine, essayer de faire en sorte que s'il y a des peuples africains qui ont besoin d'une collaboration avec le Congo devait répondre à cette attente-là pour que les autres régions d'Afrique puissent s'émanciper, puissent évoluer grâce à la collaboration du Congo. Voilà, la vision lumumbiste, elle est là, mais cette vision n'est pas partagée par certains anciens lumumbistes. Est-ce parce qu'ils sont devenus âgés? Est-ce qu'ils sont devenus vieux qu'ils se sont laissés aller à des jouissances purement matérielles qui n'ont rien à voir avec les préoccupations de la vision lumumbiste du Congo? C'est pour dire que certains collaborateurs ou bien certains condisciples de Pierre Moulélé, comme à Kisangani, il y a Christophe Gouagné, une fois le mouvement tué, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, on a fini par se rendre compte que Christophe Gouagné, pendant que les militants se battaient contre l'armée de Mobutu et des mercenaires, lui, il entretenait des rapports avec Paul-Henri Spaak. Jusqu'au jour où Paul-Henri Spaak a dit « Oh, on est sûr que ce mouvement n'ira pas loin parce qu'on est en contact avec tel. » Effectivement, le jour où les paracommandos belges devaient sauter sur Stanleyville, Gouagné a profité d'abord de cela pour distraire les militants qui avaient les armes en main, qui devaient se défendre, pour les distraire. Au moment où ils faisaient des fêtes et tout ça, les autres ont fini par atterrir et par les attaquer. C'est une traîtrise. Une autre traîtrise, c'est les garçons Soumialo. Quand ils ont fini cette jacquerie, il y en a qui sont rentrés auprès de Mobutu. Ils ont eu de belles maisons, ils ont eu des fermes où ils vivent tout à fait tranquillement, à l'aise. Le cas le plus récent, c'est celui d'un ancien lumumbiste. C'est Antoine Gizenga, qui avait dirigé le gouvernement lumumbiste à Kisangani. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé avec Kabila fils, mais aujourd'hui, les lumumbistes doivent se sentir trahir parce que aujourd'hui, ils disposent d'un domaine immense et d'un château vraiment terrible, alors que quand on est lumumbiste, quand on mène la lutte pour le pays, on doit être capable de ne pas vivre comme des seigneurs, mais de vivre comme le commun du peuple congolais. On ne mène pas la lutte lumumbiste pour devenir roi, pour s'enrichir soi-même, alors que le peuple est en train de crever dans la misère. Et ce que Antoine Gizenga a fait, c'est quelque part une trahison, parce que
D'aucuns peuvent vous dire, vous pouvez aller vous informer, il a un domaine immense. Et on dirait que c'est un roi qui vit au Congo quelque part. Mais pourquoi est-ce que le régime de Kabila fils lui a donné ce cadeau? Pourquoi est-ce qu'on lui a donné ce privilège? Ça, c'est la question que nous nous posons. Et nous, on n'est pas d'accord avec ce type de pratique, parce que cette pratique, c'est une pratique lumumbiste, réactionnaire, ça n'a rien à... pardon, c'est une pratique moboutiste, réactionnaire, des gens qui sont allés au pouvoir pour manger et non pas pour résoudre le problème du pays et du peuple. On ne peut pas venir au pouvoir pour profiter alors que le peuple crève de misère. D'ailleurs, la première déclaration de Lumumba, quand il a commencé à diriger, il a eu un débat avec les députés. Les députés voulaient que leurs émoluments puissent être augmentés. Lumumba leur a dit, écoutez, nous ne sommes pas venus au pouvoir pour penser à notre situation, à nous personnellement. Nous sommes venus au pouvoir pour solutionner les problèmes du peuple et penser au peuple. La première des choses que nous devons faire et que vous aurez dû faire, c'est dépenser ou bien commencer à vous interroger comment est-ce que nous allons résoudre le problème de la population. C'est ça notre devoir. On n'est pas au pouvoir pour nous enrichir en tant que tel. Et aujourd'hui, nous nous disons, un véritable lumumbiste, c'est celui qui respecte les attitudes, le comportement, les principes et les préceptes que Lumumba a émis. Lumumba, quand il est mort, il n'a pas laissé un gros château pour lui. Et ses enfants étaient en train de crever de misère. Heureusement qu'il y a eu Nasser qui a pu les accueillir en Égypte pour garantir leur sécurité, pour qu'ils puissent survivre. Lumumba n'a rien laissé à ses enfants. Pierre Moulélé non plus, à sa famille, il n'a rien laissé. D'ailleurs, Mobutu a enterré la maman de Pierre Moulélé vivante. Vous voyez? Et il y a Ludo Martins qui a écrit un livre dont le titre est Moulélé ou la seconde vie de Patrice Lumumba. En fait, quelque part, il avait raison, parce que quand vous voyez les deux personnes ont mené la même lutte, l'un avec des moyens tout à fait démocratiques, parce que les conditions du moment n'exigeaient pas la lutte armée. Il est arrivé au pouvoir par la voie démocratique, Patrice Lumumba, il a été élu par le peuple. Et l'autre, quand le pouvoir a été usurpé par des réactionnaires, c'est-à-dire les ennemis du peuple, il n'avait pas d'autre choix que de soulever le peuple pour combattre le régime d'usurpation qui était en place. L'un a été tué, coupé en morceaux, dissous dans l'acide sulfurique au Katanga, c'est Patrice Lumumba. L'autre, qui a été kidnappé au Congo-Brazzaville, c'est Pierre Moulélé. Comment a-t-il été tué? Il était vivant, on lui arrachait les organes l'un après l'autre. On lui arrachait les yeux, on a découpé les bras avec une hache. Il a été vraiment martyrisé avant de les tuer. Jusqu'aujourd'hui, ni Lumumba ni Moulélé n'ont des sépultures. Ils n'ont pas de tombe. En fait, Ludo Martins a fait raison quand il disait Moulélé ou la seconde vie de Patrice Lumumba. On a vécu un régime tout à fait dictatorial et inhumain. Mais pendant ces temps-là, ce régime de Mobutu, il a été soutenu par qui? Non seulement il a été placé par les pouvoirs occidentaux du moment, mais aussi par les multinationales. D'ailleurs, quand vous regardez les multinationales, en général, ce sont des multinationales soit américaines, soit européennes, c'est-à-dire occidentales. Les Africains n'ont pas de multinationales. Les Asiatiques n'ont pas de multinationales. Les Latino-Américains n'ont pas de multinationales.
Bon, maintenant, les choses sont en train de changer, peut-être, mais à cette époque-là, que ce soit les gouvernements, que ce soit les multinationales, c'était les mêmes qui étaient derrière les actions des dictatures africaines. Et il fallait compter avec ça pour voir quelle est la solution pour ce pays-là. Vous savez, quand vous entendez dire, voilà, il y a un problème entre le Rwanda et le Congo, il y a un problème entre l'Ouganda et le Congo, mais ce ne sont pas des problèmes créés par les Congolais et les Rwandais. Les Rwandais et les Ougandais, leurs présidents respectifs, sont sous la domination des Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons déterminent les objectifs à mener dans cette région de l'Afrique et ils les font exécuter par l'Ouganda, c'est-à-dire par Museveni, et aussi par Paul Kagame du Rwanda. Ce sont des instruments que les Anglo-Saxons, c'est-à-dire l'Angleterre et les États-Unis, Bill Clinton et Tony Blair, utilisent pour déstabiliser le Congo et pour empêcher que le Congo ne connaisse la paix. Et aussi, dans ce trouble-là, on peut facilement exploiter les richesses du Congo, surtout de l'Est du Congo, au profit des Anglo-Saxons et de leurs multinationales. La couverture qu'on utilise, c'est dire, oh, il y a les génocidaires et compagnie, mais le Congo n'a jamais été au Rwanda pour génocider les gens. Mais c'est le Congo qui devient victime des actes qui ont été posés ailleurs, parce que les Congolais ont voulu, par humanisme ou bien humanité, ont voulu recevoir les réfugiés, au moins 1 million de gens, afin qu'ils puissent trouver droit à la vie et compagnie. Mais quand ils sont arrivés au Congo, c'est autre chose. C'est les Congolais qui ont commencé à payer le prix de leur humanisme. Est-ce que nous devons continuer à tolérer ce genre d'histoire? Aujourd'hui aussi, ils sont en train de préparer encore des soubresauts à l'est du Congo. Nous sommes au courant de ça. L'armée rwandaise est en train de s'installer dans certaines parties du Congo, à Rutshuru par exemple, pour pouvoir attaquer le Congo et le déstabiliser aussi. Et un pays qui est tout le temps en guerre n'aura pas le temps de se construire ni de pouvoir nourrir ses populations. Vous voyez? Voilà, globalement, le petit message que je voulais vous livrer, à partir duquel on peut avoir un débat. Vous avez la possibilité de poser des questions, je suis à votre disposition. Je voulais, avant de terminer, vous dire que le Congo de demain, il sera quoi? Ça reste un point d'interrogation. En plus, est-ce que dans ce Congo d'aujourd'hui, y a-t-il une place pour des lumumbistes? Compte tenu de la conception des choses que les lumumbistes ont, des objectifs qu'ils ont, est-ce que le monde va laisser les lumumbistes arriver au pouvoir pour construire leur pays selon leur conception? Voilà les questions qui se posent. La place des lumumbistes au Congo. Deuxièmement, que sera le Congo de demain à partir de jour? Je vous remercie. On va peut-être... Comment? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de réagir ou de poser une question à Ambroise. Je vais peut-être lancer
la première question, par rapport à, bon, tu parles beaucoup de l'idée lumumbiste, c'est-à-dire bon, c'est l'idée de partage, celle du peuple, mais tu as parlé aussi des multinationales. Oui. Qui, bon, quelque part, lorsqu'on parle d'indépendance, les multinationales continuent à vivre des ressources du Congo qui les tiennent. Donc je ne sais pas, est-ce que tu as une espèce d'idée, même si elle doit être utopique, de comment rendre un peu les ressources premières du Congo aux Congolais? Est-ce que tu aurais... Oui, mais ce n'est pas seulement une idée, c'est un cas concret que je vais vous donner. Regardez par exemple le coltan. Le coltan provient du Congo. Il se trouve surtout à l'est du pays. Il y en a au centre, mais celui qui est exploité, c'est à l'est du pays. Il est exploité dans quelles conditions? On prend les Congolais, qui n'ont aucune protection et tout ça, on les fait travailler dans les zones où il y a le coltan. Ils travaillent, ils creusent, ils prennent le coltan à un prix vraiment tout à fait dérisoire, comme des esclaves. Alors ce coltan, avant que les multinationales occidentales ne les prennent, il est transformé au Rwanda, à la frontière avec le Rwanda, à Gisenyi. Il y a une usine de transformation du coltan. Pourquoi est-ce que cette usine de transformation du coltan ne se trouve pas au Congo? Puisque le coltan est exploité au Congo, normalement c'est là que cette usine aurait dû être. Mais Kagame, comme c'est le bras armé des multinationales anglo-saxonnes, s'est arrangé avec pour que quand le coltan, d'ailleurs les gens qui travaillent, qui creusent ces coltans, creusent sous la pression de ce qu'on appelle, les rebelles Hutus rwandais, et deuxièmement, aussi les soldats du FPR de Kagame. Ils forcent les Congolais à creuser le coltan aux conditions vraiment d'esclavage. Ces gens ne gagnent pas grand-chose. On amène le coltan au Rwanda, c'est là qu'il est transformé dans le premier temps, et les multinationales anglo-saxonnes vont les acheter là-bas à un prix plus ou moins dérisoire, mais l'effort de transformation a déjà été fait au Rwanda. Et c'est le Rwanda qui bénéficie de ça plutôt que le Congo. Vous voyez? Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Par exemple, le comptoir de diamants, ou bien le comptoir d'or et compagnie. Mais c'est dans ce pays-là, au Rwanda, ou bien en Ouganda, qu'on les trouve, et pas au Congo. Pourquoi? Alors que ces matières premières proviennent du Congo. Voilà comment s'opère l'exploitation des minerais là-bas. Bon, moi, ça me donne tout de suite envie de réagir, mais bon, on ne va pas commencer à discuter avec Ambroise comme si on était au coin d'un bar. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de poser une question, réagir éventuellement. Oui, avant, je voudrais donner une petite précision. Vous savez que Tony Blair, c'est le conseiller politique de Kagame, de Paul Kagame, officiellement. Et Clinton, c'est un des amis de Kagame aussi et de Museveni. Et aussi, Kagame fait partie du conseil d'administration de la fondation Clinton. Vous voyez? Et Clinton et Museveni, et Clinton et Tony Blair, ils ont des fermes, ils ont des villas, même au Rwanda et en Ouganda. Et ils ont des domaines aussi là-bas. C'est pour vous donner les liaisons qui peuvent exister entre certains chefs d'État africains avec... Elles paraissent claires. Okay. Mais selon ton expérience, qu'est-ce qui aurait pu se faire pour que cette indépendance puisse être arrivée, pour qu'elle puisse arriver à se concrétiser d'une façon démocratique et d'une façon qu'on peut dire progressiste aussi? Le modèle qui a été exporté au Congo,
c'est notre modèle à nous. Est-ce qu'avec ces valeurs-là de matérialisme qu'on connaît très bien ici, est-ce qu'il y avait cette possibilité pour les Congolais de se construire en dehors de ce modèle-là? Bon, si le modèle a été exporté de l'Europe vers le Congo, vers l'Afrique, c'est pas ça le problème majeur. Vous savez, le problème majeur, c'est la conception qu'on a des choses. Pour les Lumumbistes et Patrice Lumumba, le pouvoir doit provenir du peuple. Et la finalité du pouvoir, c'est le peuple. Vous voyez, le peuple vous donne le pouvoir, mais quand vous avez le pouvoir, la première des choses à réaliser, c'est résoudre les problèmes du peuple, c'est-à-dire des masses laborieuses. Si vous faites ça, vous rencontrez les objectifs de la démocratie. Vous êtes là par la volonté du peuple et vous réalisez la volonté et les besoins du peuple. C'est ça qui n'a pas été facile à faire pour ceux qui sont au pouvoir depuis des années. Eux, ils sont au pouvoir non seulement parce qu'ils ont été imposés par les forces extérieures, c'est antidémocratique, même si on joue la comédie d'élection, et deuxièmement, quand ils sont au pouvoir, ils ne satisfont pas les besoins de la population. Leur préoccupation majeure, c'est se partager à manger avec ces forces qui les ont placés au pouvoir. Nous disons non, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Alors, si on ne nous permet pas d'arriver au pouvoir pour résoudre ce problème-là d'une façon démocratique, vous savez ce qui reste comme autre possibilité. Le peuple risque un jour de se soulever avec d'autres moyens et ça posera ce qu'on peut appeler révolution, parce qu'il y a toujours une limite à tout. Vous pouvez avoir des drones, vous massacrez certains leaders, mais on a massacré beaucoup de leaders lumumbistes. Mais je vous dis qu'il y a encore des lumumbistes fidèles à l'idéologie de Lumumba qui sont encore là et qui n'ont pas trahi le peuple et qui acceptent de vivre comme Lumumba l'avait prédit. Vous savez, la chose la plus facile au Congo, si moi je veux devenir millionnaire, je connais les possibilités du Congo, je rentre au Congo, je m'investis dans certaines opérations, je peux devenir millionnaire en une année. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ma préoccupation est ailleurs. Et c'est ce qui fait que beaucoup de lumumbistes ont dû se passer de leur famille pendant des années et des années. Moi, la dernière fois que j'ai vu ma famille, c'est en 1966. Depuis 1966, je n'ai plus vu ma famille. Je connaissais un petit peu l'histoire du Congo dans les grandes lignes. C'est en travaillant sur la thématique ici que je suis rentré un peu plus dans le détail. On a un peu l'impression d'être devant une impasse. Une impasse qui a, avec les multinationales, elles sont liées aussi à tout un mode de vie. Et je pense aussi que par rapport donc, à cette espèce de rêve lumumbiste, rêve d'un Congo qui jouit de ses ressources, et avec un gouvernement qui offrerait un bon père de famille, je pense apparemment le gros problème, c'est aussi le problème de la corruption au niveau de l'État lui-même. Je ne sais pas si oui, mais vous savez, le problème de la corruption, excusez-moi, parfois, il y a des anciens souvenirs. Le problème de la corruption au Congo a été introduit par les colonisateurs qui n'ont pas accepté l'indépendance du Congo. D'ailleurs, il y a des publications officielles ou bien des films qui sont passés à la télévision, j'ai vu quelques-uns, où ils reconnaissaient eux-mêmes en disant que
pour renverser les lumumbistes, il fallait mobiliser des millions et des millions de dollars afin de corrompre les Congolais qui étaient susceptibles de marcher dans la trahison de leur gouvernement. Et beaucoup de sommes ont été mobilisées par le gouvernement belge pour corrompre des leaders politiques congolais et le mettre le mettre sur les dos des nationalistes congolais. Voilà. Et c'est comme ça que beaucoup ont été achetés. Même Bomboko, qui était le premier ministre des Affaires étrangères, vous savez que c'est un des intellectuels qui avait été formé ici à l'ULB. Lumumba, sa préoccupation majeure, c'était de garder l'unité du Congo pour ne pas permettre aux uns et aux autres de faire éclater ce Congo-là. Et alors, il a été obligé d'accepter certains compromis, c'est-à-dire de mettre au gouvernement certaines personnes dont il savait très bien que ce n'étaient pas des personnes très convaincues pour l'idéal nationaliste. Bomboko, c'est quelqu'un qui était au gouvernement de Lumumba, mais qui travaillait pour le compte de la Belgique, pour les intérêts de la Belgique. Et vous savez, il avait des maisons à Kinshasa, mais il n'y vivait pas. Où est-ce qu'il vivait? Il vivait au-dessus de l'ambassade de Belgique, jusqu'à sa mort, au-dessus de l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Pourquoi? Alors qu'il avait des maisons dans d'autres quartiers. Parce qu'il fallait le protéger. D'ailleurs, même certains journalistes, quand Bomboko est mort, ils ont dû avouer que c'était leur homme et ils travaillaient pour les intérêts de la Belgique dans le gouvernement de Lumumba. Donc la corruption, elle part de là. J'avais envie de revenir sur le moment de l'indépendance en 1960, par rapport à ce qu'on lit dans les livres, ce qu'on entend, ce qu'on discute, les points de vue entre personnes. Et je fais une petite parenthèse juste avant. Je pense à un type dont j'ai complètement oublié le nom, qui avait, dans les années 50, donc c'était un colonial belge, qui avait dit ce pays devra être indépendant un jour. Et il faudra commencer maintenant à former des gens. Donc on est au début des années 50. Merci. Et il envisageait cette indépendance dans les années 80. Donc c'est-à-dire, on parle quasiment de 30 années de préparation par rapport à ça. Ce que, évidemment, c'est ce que notre exposition là ici, entre autres, raconte aussi, c'est qu'on n'a jamais, la Belgique n'a jamais envisagé que le Congo soit, et ça c'est une de ses grosses erreurs, soit un jour indépendant. Personne n'a voulu l'écouter. Alors du coup, en 1960, tout a été très vite, ça commence un peu en 58, de ce qu'on lit dans les livres d'histoire, dans les archives qu'il y a là. Et il y en a beaucoup qui disent par rapport à ça que Lumumba a voulu aller trop vite, en disant, voilà, l'indépendance tout de suite, ça n'aurait pas pu marcher. Alors maintenant, moi j'ai des avis aussi là-dessus, mais j'avais envie d'entendre le tien. Vous savez, c'est vrai, je suis content que tu soulèves ce point de vue-là, que j'entends même parmi les Congolais. Il y en a beaucoup qui disent, à cause de Lumumba, on est dans une telle merde. Mais en fait, la merde qui est là, ce n'est pas Lumumba qui voulait aller très vite. D'abord, on s'est rendu compte, moi j'ai vécu la colonisation, que le colonisateur ne voulait pas former des cadres congolais. Vous savez, le degré et le niveau de formation, c'était très limité. Des philosophes comme Voltaire et compagnie, on ne pouvait même pas les lire à l'école normale où j'étais, c'était indexé. Vous voyez? Donc, on ne voulait pas former des cadres congolais. Quand vous formez des cadres, vous formez aussi ce qu'on peut appeler l'insoumission ou la réaction des gens par rapport au mauvais traitement que vous leur vous leur soumettez. Mais à ce moment-là, les Congolais, il y en a qui essayaient de suivre des cours par correspondance. C'est le procédé, le moyen que Patrice Lumumba a utilisé. Il a essayé d'étudier par correspondance pour essayer d'élever son niveau d'études.
Mais les cadres qui étaient formés pendant la période coloniale avaient une conscience très élevée du devoir. Et deuxièmement, ils faisaient un travail qui allait au-delà du titre qu'ils portaient. Et ça marchait très bien pendant la colonisation. Pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas marcher après la colonisation? Bon, Lumumba a fait ce qu'il devait faire. D'ailleurs, il n'était pas seul à décider. Il y avait des délégations des différents partis et ils ont décidé ensemble que l'indépendance du Congo devrait avoir lieu le 30 juin. Mais le problème des cadres, en disant « Oh, on n'avait pas assez de cadres, il ne fallait pas demander l'indépendance », c'est un faux fuyant. Parce que les cadres, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, il y en a énormément au Congo. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de cadres formés que le problème a été résolu, le problème du Congo et du peuple congolais? Au contraire, ils ont des hauts diplômes, mais seulement au lieu de se contenter de leur salaire, mais ils se permettent de voler dans la caisse de l'État et de voler aussi d'autres travailleurs qu'ils engagent en disant, voilà, on va vous engager, mais seulement vous allez nous donner la moitié ou bien le tiers de votre salaire, alors que vous êtes payé pour le travail que vous faites, et vous vous permettez aussi de piquer encore une partie du salaire de celui que vous venez d'engager. Voilà la mentalité qui règne là-bas au Congo. Ce sont les universitaires qui opèrent comme ça. Des gens très bien formés qui auraient pu mieux travailler ici. Mais quand ils rentrent là-bas, voilà leur pratique par rapport à leurs compatriotes. Donc l'histoire, c'est une question de lutte de classe sociale. Exactement. C'est un truc qui m'interpelle assez parce que lorsque je me suis intéressé sur le sujet du colonialisme en général, je me suis rendu compte que c'était la même histoire donc d'un pays occidental sur un pays qui ne l'est pas, oriental ou africain ou autre, est un peu le même rapport de la classe bourgeoise sur la classe ouvrière. Ça y est, là, je vais peut-être avoir des problèmes, moi, avec le point culture, là, on va finir par faire de la politique, mais c'est pas grave, la vie est politique, donc allons-y. Finalement... C'est aussi un manque de conscience patriotique. Vous savez, après cette expérience-là, moi je vais vous dire, la solution au Congo, c'est d'avoir à la tête du pays, dans des gouvernements, des gens qui sont capables de faire des sacrifices personnels pour travailler pour le pays. Pas les gens qui pensent directement à s'enrichir, à manger avec les autres. Non. Non. En Amérique latine, on a connu un président, je ne sais pas de quel pays. Il avait une petite maison. Il était président, mais une petite maison. Salvador Allende? Non. Au Paraguay, je crois. Oui. Il avait une petite maison et il refusait son salaire, mais il a vécu modestement. Et le peuple était content de lui. Pourquoi est-ce que au Congo, on ne peut pas apprendre à vivre modestement si on est au sommet du pouvoir? Question de rééducation. Et il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de vivre modestement pour que ce pays-là marche. Sinon, c'est la lutte pour la mangeoire. Et ce n'est pas avec des gens pareils que vous allez changer la situation du peuple et du pays. Bonjour. Est-ce que une nouvelle génération connectée pourrait changer les choses? Vous savez, quand je souris, parce que cette question-là, elle revient tout le temps quand on fait des débats, que ce soit en Suisse, ici ou ailleurs, le problème, ce n'est pas un problème de génération. Dans la même génération, il y a des attitudes, des comportements, des éducations différentes. La génération de Lumumba, Kasavubu et Mobutu, c'est une génération. Mais vous avez vu la diversité comportementale qu'il y avait là-bas? Lumumba avait pris une autre option, parce qu'il avait une autre finalité, d'autres devoirs. Mais Mobutu, Kasavubu et les autres ont pris une autre option. Leur finalité, ce n'était pas le pays ni le peuple.
Et pourtant, c'est les gens de la même génération. Même ici, vous, les jeunes qui êtes ici, vous vous intéressez à quoi par rapport au Congo? Avoir une grosse bagnole, avoir une vie luxueuse, chacun fait ses études, non pas pour aider le pays à se transformer, mais on fait ses études pour être bien, pour bien manger, pour avoir le luxe. Mais il y a des générations qui sont vieilles, mais qui ont plus de conscience patriotique que les générations nouvelles. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'on est jeune que ça vous donne directement le diplôme de changer valablement les choses dans le sens patriotique. Non. Tout est une question des expériences. Vous voulez quoi dans la vie? Quel effort vous faites pour essayer d'acquérir les éléments qui vont vous permettre de réaliser ce que vous voulez? Regardez, vous êtes combien de jeunes ici, des jeunes Congolais, et pourtant cette conférence a été prévue depuis longtemps. La formation, ce n'est pas uniquement à l'école. À l'école, on vous donne une formation classique, livresque. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent vous permettre d'aller au-delà de ça. Et ces éléments, c'est participer à des conférences comme celle-ci et ailleurs. Et là, vous allez apprendre à travers les interventions, les arguments que d'autres donnent. Et aussi, vous pouvez apprendre à connaître l'évolution du monde. Quand on parle de la Chine, ben vous y allez, vous n'êtes pas chinois, mais vous allez entendre de quoi est-ce qu'on va parler, pourquoi est-ce qu'on dit ceci de la Chine et de ça. Et après, vous avez des éléments que vous pouvez comparer avec ceux qui existent dans votre pays. Peut-être la solution peut provenir de là. Justement, en parlant de Chine, est-ce que ce n'est pas plus les Chinois qui exploitent les mines que des pays anglo-saxons? Est-ce qu'il n'y a pas une collaboration à faire avec la Chine pour justement renverser ce côté monopole? Oui, il faut reconnaître que les Chinois sont très présents maintenant en Afrique et ils exploitent. Mais comme c'est à vous défendre, à essayer de voir cette collaboration-là, comment est-ce que nous pouvons y gagner nous aussi? Vous voyez? C'est à vous à poser des conditions de collaboration. Si vous ne le faites pas, on vous corrompt, on vous donne autant de millions, et puis vous laissez les champs libres à ceux qui viennent piller. Mais justement, si des jeunes générations savent à quelle valeur a la matière première, ils sauront sur quel montant le limiter. Parce qu'avant, ils n'avaient pas la connaissance, ils ne savaient pas quelle valeur ça valait, la matière première. Donc, ils ne savaient pas quel prix placer. Maintenant qu'ils ont la technologie pour connaître le prix, ils pourront peut-être placer le prix et pouvoir négocier. Et en étant connectés avec d'autres mondes, d'autres acheteurs, d'autres fournisseurs, ils pourront faire jouer la concurrence. Donc le débat pourrait changer avec la technologie et les jeunesses entreprenantes. Ça, c'est purement technique. La technique vient en second plan. La chose fondamentale, c'est qu'est-ce que vous voulez pour votre peuple, votre pays. Si par exemple ceux qui veulent négocier avec vous vous disent, écoutez, voilà ce que nous allons investir, voilà ta part à toi, responsable de tel ministère. Tu acceptes ta part et tu laisses les autres faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'on est parvenu à te corrompre. Et si tu acceptes la corruption, à ce moment-là, tu trahis la part qui revient au peuple. Vous voyez? C'est ça la première des choses, savoir résister à la corruption. Passer d'abord l'intérêt commun, l'intérêt général, avant ton intérêt personnel. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Il y en a qui l'ont fait dans la vie. Les Moulélé, les Lumumba et tous les autres, ils l'ont fait. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le faire? On peut le faire, mais il faut une personne. Non, on peut le faire, mais il faut une personne pour pouvoir donner le chemin. Et le problème, c'est que les personnes qui le disent, ils sont à l'extérieur. Ils ne sont pas au sein même du pays, notamment parce que c'est dangereux. Et c'est ça mais le danger est partout, même ici. Qu'est-ce qui vous prouve qu'on ne peut pas m'abattre si je sors d'ici? Il y a d'autres patriotes qui ont été abattus en Suisse ou en France ou ici en Belgique. L'insécurité est partout. En fait, moi, ce n'est pas pour poser une question, mais je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit.
est-ce que ce n'est pas le fait que Lumumba avait demandé l'indépendance immédiate et totale? Mais il faut placer les choses dans leur contexte. Avant même que le professeur Van Bilsen ne sorte son plan de 30 ans pour l'émancipation du Congo, il y avait déjà des projets de création de partis politiques au Congo par la Belgique. Il y avait déjà le MNC, donc le Mouvement national catholique, qui était déjà préparé par l'Église catholique. Et ce sont ces personnes-là qui seront plus tard l'ennemi de Patrice Emery Lumumba. Au Katanga déjà, dans les années 50, il y avait déjà la création d'un parti politique qui ne disait pas son nom, qui s'appelait Konakat. Et c'est Tshombe qui sera à la tête de ces partis politiques. Et tous ces gens qui ont été formés par l'Église catholique au niveau de Léopoldville avec Iléo et les autres, ben, ils vont se retrouver avec Tshombe à un certain moment comme des ennemis de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, c'était un homme qu'on ne s'attendait pas. La Belgique ne s'attendait pas qu'il y a un homme qui allait apparaître. Parce que c'est un homme qui n'a pas été vraiment formé dans des partis politiques. Et alors, il apparaît d'une façon abrupte. On ne l'attendait pas. C'est ça qui a fait le problème. Moi, je considère Patrice Emery Lumumba comme un leader politique dont on ne s'attendait pas qu'il allait apparaître sur la scène politique. Et c'est lui qui va prendre les devants de la scène, qui va amener le vrai débat sur la place publique. Les Kasavubu et les autres étaient formés en fait pour servir le néocolonialisme, mais tandis que Lumumba apparaît lui avec un autre discours. C'est ainsi que l'on va remarquer lorsque Patrice Emery Lumumba va apparaître sur la scène politique, il semble prendre même l'initiative du débat politique. On commence à parler plus de Patrice Emery Lumumba parce qu'il fait la différence. Et quand ils iront à la conférence de Bruxelles, il faut aller chercher Patrice Emery Lumumba. Parce qu'on savait déjà que Patrice Emery Lumumba avait un discours qui était accepté par la population. Patrice Emery Lumumba absent à la table ronde de Bruxelles, ben, ça n'allait pas terminer. Mais Patrice Emery Lumumba n'était pas contre la Belgique. Si vous prenez les livres, les pensées politiques de Patrice Emery Lumumba, il était toujours un homme qui appelait à la collaboration, à travailler ensemble avec la Belgique, mais à l'égalité. Et il a dit même à la fin de son discours qu'il attendait tout le monde, mais qu'on travaille, qu'on collabore, mais d'égal à un égal. Mais pas une collaboration de type colonial ou néocolonial. C'est ça le problème de Patrice Emery Lumumba. Et on peut même considérer ce que notre jeune frère vient de dire actuellement. Mais qui sont aujourd'hui au pouvoir? Lorsqu'on analyse la situation politique, on voit qu'il y a Lumumba et les Iléo et les autres. Mais la jeune génération d'aujourd'hui, vous allez trouver ce que nous appelons des bébés dinosaures. Ce sont des enfants de ces anciens ministres, à l'époque de Lumumba, de Iléo, de Kamitatu, et bien d'autres personnes qui sont des jeunes de la nouvelle génération, qui parlent de la mondialisation, qui parlent de l'évolution technique, qui sont aujourd'hui au pouvoir à Kinshasa. Vous pouvez constater, nous les appelons les bébés dinosaures. Il y a eu des dinosaures, et après les dinosaures, nous avons des bébés dinosaures qui parlent bien de la mondialisation, qui parlent de la technologie, qui parlent de financement, de refinancement des banques, mais qui sont là, mais qui semblent perpétuer la même politique que leurs dinosaures. Et alors, où est la différence? Et donc, ça, c'est pour rejoindre ce qu'Ambroise venait de dire tout à l'heure, que ce n'est pas question de génération, mais c'est question d'attitude, de principes qu'il faut bien sûr respecter, mais les bons principes, ce sont des principes qui préparent quelqu'un à servir son pays, à servir son peuple et à s'ouvrir vers les autres dans une relation d'égal en égal. Ça m'invite vraiment ça me donne envie de vous inviter, voilà, j'ai retrouvé mon français, à lire le testament de Bismarck, écrit par Jean Boffin, qui est venu chez nous il y a quelques mois. Voilà, dans les entrelignes de son histoire, il y a un peu de ce rapport-là. Il y a juste un truc qui me revient aussi un peu à l'esprit par rapport à tout ça. Je ne sais pas si ça va vraiment faire avancer le schmilblick, mais je crois qu'il y a eu quand même en 1960 deux négociations. Il y a eu la négociation de l'indépendance politique. Je pense
et puis la négociation de l'indépendance économique. Et à ce moment-là, des personnes comme Lumumba étaient rentrées au Congo parce qu'ils devaient travailler sur leurs élections, et ont laissé d'autres personnes peut-être plus fragiles. Et l'indépendance n'a jamais vraiment existé finalement. On n'a pas laissé l'indépendance économique. Et ça, c'est quand même vraiment important. Le Congo aurait dû être le pays le plus prospère d'Afrique, dans un monde parallèle, géré par d'autres modes de pensée. Mais bon, ça. Oh, oui. Ce que tu viens de dire me pousse à une petite réaction. Effectivement, le Congo n'a pas eu de véritable indépendance politique. Qu'est-ce que c'est l'indépendance politique pour un homme politique? C'est celle de pouvoir analyser, déterminer, arrêter une décision et agir en fonction de ce qu'on a saisi soi-même comme élément de base. Mais si vous devez agir en fonction des pressions des autres, vous n'êtes pas un homme libre. Vous ne pouvez pas mener une politique indépendante. D'ailleurs, si Lumumba a fait peur, c'est parce que dans certains de ses discours, il était trop franc. On était en pleine guerre froide. Oui, il était très franc. Lui, il ne voulait pas s'allier à n'importe quel bloc. Il voulait que le Congo puisse coopérer avec tout le monde, que ce soit le monde occidental et le monde de l'Europe de l'Est, ou d'Amérique latine, ou bien d'Asie et tout ça. Tout le monde pouvait coopérer avec le Congo. Et ça ne plaisait pas à certains. Parce que si vous acceptez de coopérer avec l'Europe de l'Est, le monde occidental, qui n'est pas tolérant, va dire, ah, s'il coopère avec les Est européens, donc il n'est pas bon pour nous et on doit le liquider. Si vous coopérez avec l'Occident, vous êtes pris comme ennemi de l'autre côté. Mais là où Lumumba a présenté un danger, bon, nous avons partagé cette réflexion avec lui. C'est quand il disait, la première des choses à acquérir, c'est l'indépendance politique. Et quand nous aurons l'indépendance politique, alors à partir de cette base-là, nous pouvons remettre tout en question. Que ce soit l'économie, que ce soit la culture, que ce soit la philosophie, on remettra tout en question. Parce que ces valeurs de cette époque-là ne correspondaient pas aux attentes du Congo ni du peuple congolais. Il fallait tout remettre en question. Et c'est là qu'il a fait peur à beaucoup de gens et il fallait l'éliminer. Vous voyez ? Je crois qu'il y a aussi cette question de contexte de guerre froide, que le discours de Lumumba était vu comme un discours clairement communiste, qu'il a à un moment donné aussi parlé de se tourner vers la Russie, des choses ainsi, donc ça fait énormément peur. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, dans ce qui se passe là maintenant, dans cet échange, parce qu'on n'est plus en 1960, on est en 1915. Or, quoique mentalement, c'est pas faux. Hein, mentalement, c'est pas fauxMais non, on est en 2015. On n'est plus en pleine guerre froide. Maintenant, on est face à peut-être une autre guerre mondiale quelque part. Voilà, il y a vraiment, on vit dans un monde en grand chamboulement. Dans la présentation de Point Culture qu'on peut retrouver dans le détour, lorsqu'il présente la thématique, il parle à un moment donné de décoloniser les esprits. Je pense qu'on ne saura pas remonter dans le temps, on ne saura pas changer les contextes de l'indépendance de 1960. Par contre, on peut se remettre dans le contexte pour mieux le déchiffrer aujourd'hui et peut-être éventuellement, à force de pensée, d'échange, arriver à créer un autre mode de travail, je dirais. Je pense que là, monsieur ici à ma droite parlait qu'il y avait quand même des nouvelles générations, les fils de dinosaures,
qui restent sur des mêmes schémas, mais tout ça peut éventuellement changer. Pour la décolonisation, bon, je pense que ça c'est un problème, un grand problème aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous avez constaté quand même que les jeunes de nouvelle génération pensent qu'aujourd'hui ils peuvent faire beaucoup de choses pour le Congo. Et je suis aussi convaincu, mais il faut reconnaître que la plupart des jeunes d'aujourd'hui n'ont pas fait l'effort de connaître l'histoire de leur propre pays et aussi de connaître les enjeux, de savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est très important, on ne peut pas se projeter vers l'avenir si on ne sait pas ce qui s'est passé et quels sont les grands problèmes et comment résoudre ces problèmes-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, et quand je discute avec la plupart des jeunes d'aujourd'hui sur des questions du Congo, ils se limitent tout simplement qu'à une certaine époque. Ils vont vous présenter tout simplement Mobutu dans des années 80, ou Mobutu aux États-Unis, ou Mobutu en France, accueilli par Général de Gaulle, et ils se limitent à ce niveau-là. Mais ils ne prennent pas le temps vraiment de connaître l'histoire de leur propre pays. C'est ainsi que moi je trouve parfois que Ambroise reste pour nous un monument, reste pour nous quelqu'un pour témoigner de ce qui s'est passé. Et ça, c'est un travail vraiment important que nous devons faire aujourd'hui, nous, Congolais d'abord, qui ont connu, qui ont lu, qui ont essayé un peu de s'intéresser à cette question pour qu'ils puissent comprendre vraiment la hauteur de leur responsabilité aujourd'hui. Ça, c'est un élément très important. Moi, j'insiste toujours sur ce point-là. Les jeunes, je comprends bien, ils ont appris beaucoup de choses, beaucoup de techniques, ils parlent de mondialisation, de bien d'autres choses, ils sont beaucoup plus en avance dans la maîtrise de certaines techniques, mais je crois que ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est de connaître l'histoire, mais de se forger aussi un certain profil idéologique pouvant les amener à prendre des responsabilités aujourd'hui. Et il n'y a pas un profil idéologique digne de ce nom si la génération d'aujourd'hui ne parvienne pas à établir, à réconcilier avec le peuple, à être l'expression du peuple. Et ça, c'est un problème important, parce que là, on est ballotté entre les intérêts personnels, mais aussi sans tenir compte vraiment des intérêts des populations. Je suis allé à Kinshasa par 2 fois. Je suis allé voir aussi comment les gens travaillent. Je suis allé voir des jeunes dans des différents quartiers, dans des bureaux, dans des bons bureaux. Ils sont là, moi je les vois, j'ai discuté avec certains, mais je trouve que Lumumba, parfois on parle de lui tout simplement pour essayer un peu de fleurir le discours, mais pas tellement pour essayer un peu de refaire ce que Lumumba et les gens, certaines personnes, je dirais même des jeunes de la nouvelle génération, sont conscients que parfois les discours de Lumumba ne passent pas très bien. Donc quelqu'un qui utilise le discours de Lumumba, celui qui utilise le principe de Lumumba, il est vite écarté par rapport aux autres. Ça, je l'ai senti aussi à Kinshasa. Et ce n'est pas facile d'en parler. Ou alors, on en parle tout simplement par certains hommes politiques qui sont au pouvoir. Je les vois des lumumbistes, et que Ambroise a connus aussi, mais qui sont des faux lumumbistes qui utilisent les discours de Lumumba tout simplement pour la forme, pour la frime, mais pas pour son application. Oui, c'est-à-dire que Patrice Emery Lumumba a été assassiné 3 fois. Moi, je le dis comme ça, a été assassiné 3 fois. La première fois, c'était, Ambroise l'a souligné, c'était le 5 septembre 1960 avec le coup d'État. C'est là a commencé ce que l'on appelle l'élimination politique de Patrice Emery Lumumba. C'est l'assassinat politique qui commence. Et puis après, ça sera l'assassinat physique de Patrice Emery Lumumba. Puis après, il y a un 3e assassinat que moi je qualifie d'assassinat historique. Et il y a eu des techniques qui ont été utilisées. Les gens qui utilisent la pensée de Patrice Emery Lumumba sans pour autant être conséquents dans la mise en pratique de cette pensée, ils font l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Mobutu l'a fait aussi. Vous savez, Mobutu, qui a participé à l'élimination politique et physique de Patrice Emery Lumumba, a été le premier à déclarer Patrice Emery Lumumba héros national. Et il a fait même des chansons. Il a fait construire des monuments. Donc tout ça, c'était un assassinat historique de Patrice Emery Lumumba. Ceux qui sont venus après Lumumba, Mobutu, qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui n'appliquent pas la pensée politique de Patrice Emery Lumumba, en citant Patrice Emery Lumumba dans leur discours, participent aussi à l'assassinat historique de Patrice Emery Lumumba. D'où l'intérêt que nous avons aujourd'hui à écouter des hommes comme
Ambroise, qui viennent nous parler encore de Lumumba. Ça, c'est la résurrection historique de Patrice Emery Lumumba. Bon ben, Ambroise, t'es d'accord si on prend ça comme mot de la fin? Oui, il n'y a pas de problème, mais seulement, je voudrais souligner ceci, que les gens ne se méprennent. Un peuple finira toujours par se relever, même si on l'enfonce très loin. À un moment donné, il va en ressortir comme un volcan. Parce que les services secrets peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On ne peut pas tout surveiller en détail. Nous savons que le programme Échelon capte tout ce que nous disons sur les Internet, sur les Facebook, sur ceci et cela. On le sait. Mais si vous le savez, soyez conséquents avec ça. Certains éléments, il ne faut pas les faire passer par ces moyens de communication. Parce que si vous le faites, vous donnez des informations à Échelon. Et Échelon, c'est qui? C'est la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ils vont décoder tout ça, ils vont suivre tout ce que vous êtes en train de dire au point de vue politique. Alors, essayez d'utiliser d'autres moyens. Et il y a des gens qui sont conscients de cela, qui travaillent. Ils ne font pas beaucoup de bruit. Mais quand ils vont émerger, le monde va s'étonner, mais il sera trop tard. Le peuple n'a pas perdu tous ses fils. Il y en a qui vont agir en respectant la méthode, la pensée et la volonté du peuple exprimée par Patrice Lumumba. Parce que pour nous, Patrice Lumumba n'est pas un Satan, n'est pas un démon. On a essayé de le diaboliser, mais nous savons que c'était un martyr. C'était l'homme qui a sacrifié toute sa vie pour l'intérêt du peuple. Et ça, c'est un modèle que j'aimerais bien que tous les jeunes Congolais, les jeunes Africains, puissent suivre. D'ailleurs, j'étais aux États-Unis en 80, j'ai vu des Noirs américains, il y en a qui ont changé de nom, qui s'appellent Patrice Lumumba. Au Cameroun, j'ai été étonné de voir, dernièrement, il y a un jeune Camerounais qui dit « Ah non, moi je m'appelle Patrice Lumumba, c'est le nom que mon papa m'a donné ». C'est pour dire que Patrice Lumumba a marqué la mémoire, non pas seulement des Congolais, des Africains, et c'est allé au-delà de l'Afrique. Donc, si il a pu le faire, c'est parce que l'intérêt qu'il défendait était une bonne cause et juste. Sinon, il n'y aurait pas ce type de réaction qui, historiquement, vont au-delà même de l'époque lumumbiste. Voilà, c'est ce qui nous permet de garder encore espoir dans le peuple congolais pour le futur. Merci à tous d'être venus. Merci Ambroise. Merci beaucoup. Merci encore. Oui.